Salut, ça va? On y est, aujourd'hui je me pose devant la caméra et je vais vous raconter le trauma que j'ai vécu suite à mon hospitalisation fin janvier 2024. Ça va être assez confus, je ne vous le cache pas, parce que j'ai énormément de trous noirs. Donc je suis désolée si c'est un peu complexe à comprendre, mais j'essaie de... En fait c'est comme des pièces de puzzle. Parce que comme vous le savez peut-être, j'ai été plongée dans le coma et c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de soucis à remettre les choses dans le bon sens. Donc le week-end du 19 janvier, je fais de la fièvre à 40 degrés, je suis vraiment pas bien, je suis vraiment éclatée. Et je suspecte en gros une grippe en vue de mes symptômes, voilà, j'ai des courbatures, etc. Ce week-end-là, je le passe couché en me disant c'est bon, c'est une grippe, ça va passer. Arrivé le lundi, j'ai beaucoup de difficultés à respirer et j'essaie en fait de contacter plusieurs médecins autour de moi pour voir qui peut se déplacer en fait à domicile parce que je suis dans la capacité de me déplacer vu mon état. Et j'ai énormément de mal à respirer. C'est la respiration qui me fait le plus souffrir, je suis vraiment pas bien. Et tout au long de la journée, je prends ma saturation avec l'appareil que j'ai pour faire ça qu'on met au bout du doigt. Et je vois que ma saturation, elle baisse quoi. Et que ma tension n'est pas bonne non plus, parce que j'ai les deux appareils chez moi, vu les antécédents médicaux que j'ai, c'est toujours mieux. Je contacte ma mère, alors bien entendu aucun médecin n'est en capacité de se déplacer parce que ils ont des rendez-vous et tout ça. Je contacte ma mère qui savait que j'étais malade et je lui dis écoute maman faut que tu viennes. Déjà ça ne va pas, je veux pas rester seule et en plus de ça j'ai les enfants ce soir et je ne suis pas en capacité de m'occuper d'eux. Donc ma mère arrive, elle s'occupe des enfants, elle va rechercher Elliot à l'école, etc. Et quand elle me voit, elle s'alarme un petit peu, elle me dit Wendy, c'est pas normal, comment tu respires, il va falloir à mon avis contacter soit que tu ailles aux urgences, soit appeler les pompiers. Moi, têtue, non, j'ai pas envie, et puis j'ai eu trop de trucs à chaque fois au niveau de ma santé, j'avais juste pas envie de recommencer encore tout ça, bien que dans un coin de ma tête, je me suis dit, je vais pas y couper quoi. J'y rentre vers 18h30, il voit mon état pas bien, je commence à avoir les lèvres bleues, donc il me dit écoute Wendy, on va appeler les pompiers, enfin on va pas te laisser désaturer comme ça, faut savoir que je suis asthmatique et je voyais qu'en prenant de la ventoline, il ne se passait absolument aucune amélioration. Ça c'est vague, mais grosso modo, JC me dit que je suis très agressive, que je lui crie dessus, alors apparemment je tape dans un mur en disant que j'en ai marre, je ne me souviens pas. Elliot m'aide à faire des exercices de respiration pour calmer mon état de stress. C'est quelque chose que je lui ai appris et il m'a accompagné à le faire, donc je trouve ça très chouette. Même si j'aurais aimé qu'il ne participe pas et qu'il ne voit pas tout cet épisode, voilà. Mais bon. Donc il m'aide à respirer, il met une couverture sur moi, enfin un petit gamin vraiment au top avec sa maman, tout le monde au top avec moi d'ailleurs. On en reparlera à la fin de la vidéo et je lui dis que non, je veux pas tout de suite, qu'on va les appeler mais qu'avant je veux préparer ma valise. Je contrôlais la situation en gros là-dessus. Je voulais manquer de rien parce que je me doutais que j'allais y rester quelques temps et que voilà, je me mets à préparer ma valise, mais alors vraiment je prépare une valise vraiment dans ma tête, j'allais rester longtemps à l'hôpital, ce qui n'a pas loupé. Et pendant que je prépare ma valise, il me dit je veux appeler. Je lui dis non, t'appelles pas tout de suite, je suis pas prête et j'étais très agressive. Bref, il commence par appeler le 15, une fois que ma valise est faite et que je lui donne l'autorisation. Il a beaucoup insisté et il m'a sauvé la vie parce que je ne voulais pas à la base. Il tombe sur un médecin qui veut me parler. Le médecin me pose 2-3 questions auxquelles j'ai beaucoup de mal à répondre parce que j'ai pas de respiration. Ma saturation arrive à 90 à ce moment-là, sachant qu'on doit être en 99-100% d'oxygène dans le sang. Je suis déjà qu'à 90, donc j'ai beaucoup de mal à respirer, et j'ai l'épuisement du week-end, et j'ai de la fièvre, et tout. Et le stress, en fait. Il m'envoie les pompiers viennent, ils me prennent la salle, j'arrive dans le camion pompier, parce que mes constantes sont mauvaises. Ils me mettent de l'oxygène, et direction la clinique de Besançon. Sur le trajet, j'ai encore souvenir d'avoir parlé un petit peu aux pompiers et de leur dire attendez, je peux pas trop parler, ça va pas trop. En plus c'était un pompier que je connaissais notamment, qui est de mon village. Donc je me sentais quand même rassurée, vous voyez. Et dans le camion de pompiers, je me souviens leur demander d'augmenter l'oxygène et qu'ils me disent je peux pas, je suis au max. Le chemin m'a semblé très long et vous allez voir là vraiment j'ai des
quand même des soucis. Heureusement que ça m'a été raconté à droite et à gauche et que je prends les informations grâce notamment aux échanges que j'ai eu par SMS avec mes proches et que j'ai des photos et tout ça qui accompagnent tout ce qui s'est passé, parce que pour moi c'est compliqué. Et donc on arrive à la clinique. Là je me souviens me voir arriver à la clinique de Besançon. Je me vois sur le brancard avec mes sacs et puis là ça devient flou. Alors ce qui se passe en fait, c'est que je me souviens avoir beaucoup de monde autour de moi. Quelqu'un à droite qui essaie de retirer mes bijoux, quelqu'un à gauche qui commence à vouloir tâter ma veine pour me faire des gaz du sang, parce que justement, problème d'oxygène, donc il faut aller voir si mon corps n'est pas en train de s'intoxiquer au CO2, parce que voilà. Et a priori, je suis extrêmement agressive, ça m'a été rapporté de la part de l'équipe soignante, je suis agressive, je veux pas qu'on m'enlève mes bijoux, j'enlève le masque à oxygène, je leur dis que je vais mourir, je leur dis que je veux pas être là parce que cette clinique a tué mon père. Alors, aparté, la clinique n'a pas tué mon père, c'est juste que il en est sorti un soir et il est décédé dans la nuit. Voilà. Donc j'associe cette clinique au décès de mon père. Et je dis que je me lève comme en disant vous m'écoutez pas, parce qu'en fait je leur dis que j'arrive pas à respirer et eux me disent mais avec l'oxygène qu'on vous met, votre saturation elle est bonne. Et je disais mais non, je vous dis que je peux pas respirer. Et en fait comme je ne me sens pas écoutée, a priori je me lève, je dis que je vais me barrer, enfin vraiment insupportable, et ça ne me ressemble absolument pas. Ce comportement s'explique tout simplement parce que je n'étais plus oxygénée correctement. J'étais en train de m'intoxiquer au CO2. Donc je vais pas tout, voilà, je suis pas médecin, mais grosso modo, mon corps ne pouvait plus prendre assez d'oxygène, ni rejeter suffisamment le CO2. T'inspires l'oxygène, t'expires le CO2, du coup tout le CO2 était dans mon corps et j'étais en train d'étouffer en fait. Donc j'arrive alors là on est le 22 dans la nuit hein, et le 22 dans la nuit aussi on me dit que je n'arrête pas de dire je m'appelle Wendy. Je m'appelle Wendy, donc je suis en train de... Voilà. Je demande à des gens de m'aider, j'hurle « Aidez-moi !» Voilà, ça je lis. Hein. Voilà, je voulais partir. Apparemment, je ne me sentais pas en sécurité. Donc il y a tout un contexte psychologique autour de ça. Le 23 janvier, 4h39 du matin, j'envoie un message avec une photo de moi, enfin... Du brancard avec la salle de réanimation, puisque je suis en réanimation, et je le dis à Jean-Charles. Et j'ai un trou noir moi me concernant, je suis très évasive dans mes échanges par SMS et ce n'est pas ma façon d'écrire de manière ordinaire. Toujours le 23 à 15h50, JC me demande des nouvelles, déjà je réponds quasi pas. Là c'est trou noir hein, pour moi. Et je mets par SMS, savent pas ce que j'ai exactement. C'est le dernier message que j'envoie à JC et suite à ça, donc comme ils ont réussi à me faire les gaz du sang et les examens dont ils avaient besoin, et en fait le médecin expliquait à JC, parce qu'il a dû lui dire ensuite, que j'étais en train de me dégrader fortement. Moi j'ai le trou noir, donc j'imagine que j'étais un peu, je sais pas, déjà partie entre guillemets. Le médecin de la réanimation décide de me plonger dans le coma parce que je suis en train complètement de mourir, voilà, de me dégrader, et mes organes ne sont plus oxygénés, et il décide de me mettre dans le coma tout simplement pour soulager mes organes. Et quand il me met dans le coma, il m'intube pour aller oxygéner et faire le travail des poumons, parce que mes poumons ne font plus leur travail, mes poumons ne fonctionnent plus. Donc je suis plongée dans le coma. Le médecin appelle JC, l'informe que la situation est très grave, qu'ils ne savent pas pourquoi je désature comme ça, pourquoi je respire pas. Bien évidemment pour mes proches c'est un choc. Voilà, ils me font une première fibroscopie pour aller voir dans mes poumons ce qui se passe. Ils trouvent rien, donc ils en avisent JC. Vous imaginez bien, de son côté ça allait pas du tout, enfin il a sa femme qui est dans le coma, il sait pas ce qu'elle a, et le médecin lui dit que c'est hyper grave, genre le médecin était très alarmé quoi. Et le médecin dit attendez, on va quand même réessayer. Il fait une deuxième fibroscopie pendant que je suis dans le coma, et il va plus loin dans les poumons, et là il détecte le virus de la grippe. Alors là, moi je suis dans le coma, mais j'ai souvenir du coma, je sais ce que j'ai ressenti. Je me souviens pas qu'on m'ait dit qu'on allait m'endormir, je me souviens pas de tout ça.
La seule chose dont je me souviens, c'est de me sentir défoncée, en fait, d'avoir cette sensation de défonce et de me voir dans une piscine. J'étais dans le fond de la piscine, mais la tête vers le haut. Et au niveau de l'eau, je voyais des images. Vous savez, quand on projette dans les chambres des enfants des animaux, des étoiles au plafond. En fait, moi, je vois des animaux comme ça, de toutes les couleurs, au plafond de la piscine, en fait. Voilà. Moi, je suis en bas et je regarde vers le haut. Et j'entends une musique. Constamment une musique classique, une petite musique comme on met dans les chambres des enfants. Cette sensation, je la souhaite à personne. Je me sens emprisonnée dans cette piscine. J'ai l'impression, en fait, je me souviens me dire, je suis morte et je suis coincée entre deux mondes. J'ai eu cette sensation et cet esprit, cette conscience de me dire, je suis entre deux mondes, c'est pas un sommeil normal et je voulais me réveiller, je luttais pour me réveiller et je sentais que ça fonctionnait pas. 30 janvier, donc il s'est passé 7 jours. J'entends « Wendy, il faut se réveiller. Wendy, vous allez pouvoir vous réveiller maintenant. » C'est vague, c'est loin. Et puis je rentends cette phrase de la part d'un homme. « Wendy, tout va bien, tout va bien. » Et j'ouvre les yeux. Et là, mais cette sensation. Je suis là, mais je suis pas là. Et je me rappelle le voir avec une charlotte, un masque, me dire « Je suis l'infirmier, je m'appelle Adrien. » Tout va bien, vous êtes en sécurité, tout va bien, faut pas vous inquiéter, vous êtes attachés, c'est normal, c'est pour votre sécurité. Je me souviens faire ça, alors il faut savoir que quand on te réveille, bah t'as le tuyau dans la bouche, hein, voilà. Mais j'ai pas encore totalement conscience de ça, je me rendors et on me réveille, mais cette fois-ci ça a l'air d'être une autre personne, je vois des grands yeux verts, ça a l'air que c'était le médecin de la réanimation. Je vois des beaux yeux verts et qui me dit je suis le médecin, tout va bien, machin, mais j'ai l'impression qu'on vient de me le dire. Alors que pas du tout en fait, parce que le réveil se fait en plusieurs phases quand on vous sort du coma. On baisse la sédation, c'est pas un truc genre c'est bon, réveille-toi. Donc je suis là, mais pas totalement consciente. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me souviens de ce choc quand j'ai vraiment été réveillée. Vraiment eu conscience que j'étais réveillée. J'ai regardé mes mains. Je les ai vues attachées au lit et ça m'a beaucoup choquée parce que t'es attaché, mais c'est pour ta sécurité, pour pas que t'enlèves le tube. Et je sens un truc dans ma bouche et je me sens emprisonnée. Je peux pas parler, encore une fois, j'ai une notion de prison, quoi. Et on peut même pas faire un cri, en fait, quand t'es intubé. Donc, t'es intubé, tu peux pas parler, tu peux pas bouger parce que ton corps, il semble pas trop répondre et t'es attaché. Et ça, c'est assez difficile. Et il y a une petite infirmière qui s'appelle Garance. Si vous passez par là, l'équipe de Besame, franchement, merci, vous avez été géniaux de A à Z. Qui s'occupe de moi et qui me réexplique un petit peu, pas trop ce qui s'est passé, mais je me souviens lui dire, non, pas lui dire, ah oui, alors, elle essaie de comprendre ce que j'essaie de lui dire, mais je peux pas parler. Donc elle finit par prendre une ardoise et là je m'aperçois que j'ai un souci, c'est qu'en fait ma main elle fait ça, je n'ai plus de muscles. Quand je vous dis que le crayon, je suis comme ça, je n'arrive pas à le tenir et là je me dis mais j'arrive pas à écrire, je n'arrivais pas à écrire, mon écriture était incompréhensible. Ça s'est passé quand même en 7 jours. La perte musculaire est impressionnante, vous ne savez plus. Et j'essaie d'écrire, en gros je lui dis mais quelle date on est? Et elle me dit on est le 31 ou 30 janvier et là je suis choquée. Et je lui dis, je suis là depuis quand? Et elle me dit, depuis le 22. Donc je commence à dire, waouh! Donc là, j'étais dans le coma en fait. Je commence à revenir un peu à la vie, à me dire, waouh, il s'est passé tout ça, tout ce temps. Et pour moi, l'épisode où je me suis sentie dans la piscine, où j'ai eu cette espèce de conscience, c'était vachement plus court que 8 jours quoi. Donc excusez-moi, hein, je regarde un petit peu. Ah oui, alors faut savoir que je vois tout le temps des personnes masquées parce que en fait, comme j'ai eu la grippe, j'étais mise en quarantaine en réa. Donc en fait, je vois pas vraiment de visage. En plus, c'est assez traumatisant parce qu'en plus de ça, t'as pas de visage sur les gens, t'as un masque, t'entends des voix, tu sais même... Et t'es complètement paumé quoi. Ah oui, je me souviens que quand j'étais dans le coma, je me souvenais que c'était la résultante de quelque chose lié avec un hôpital, mais je ne savais plus pourquoi je pouvais être plongée dans le coma. J'arrivais pas à savoir et je réfléchissais, est-ce que genre j'ai fait une opération, ça s'est mal passé, je savais que ça avait un rapport avec une hospitalisation, des problèmes de santé, mais je n'arrivais pas à savoir pourquoi. Donc j'avais complètement zappé pourquoi je pouvais être dans le coma, donc complètement perdue.
Et donc quand tu te réveilles, tu as le tuyau dans la gorge, donc tu peux pas parler. Il y a les scopes derrière en réanimation, ça sonne tout le temps, même quand c'est pas toi qui sonne, parce que c'est pareil dans toutes les chambres. Tu as des gens qui viennent, qui sortent, il se passe des trucs, tu sais pas. Et notamment Garance qui me dit je vais faire quelque chose qui va pas être très agréable, je vais vous aspirer. Oh mon dieu, ah mama. Là en fait ils te mettent un tuyau dans le fond de la gorge pour aller aspirer les glaires, parce que du coup comme t'es intubé il y a des glaires, pour éviter que ça se surinfecte, etc. Mon dieu, j'avais les larmes qui coulaient, c'est ah, on vous enfonce un tuyau, on va aspirer les glaires. Parce que pendant qu'on fait ça, ça dure peut-être 3-4 secondes, mais tu peux pas respirer en fait. Mon dieu, ce truc là de l'aspiration, c'est horrible. Donc on revient voilà, donc au fait que j'avais plus de muscles, que j'essaie de comprendre, et puis je commence à me réveiller en fait, je sais pas comment dire. Et j'essaie de demander si mes proches m'ont vu dans cet état-là. Et là, je m'effondre quand Garance me dit oui, parce que je voulais pas qu'ils me voient dans cet état-là. J'ai dit est-ce qu'ils sont venus? Et Garance, elle me dit oui, votre maman et votre conjoint. Et là, je m'effondre. Je me dis oh là là, ils m'ont vu dans cet état-là. Ma mère, elle a tellement subi avec mon père, entre guillemets, avec ses problèmes de santé. Il a fallu qu'elle voie sa fille dans cet état-là. Et puis bah pauvre Jean-Charles quoi, enfin mon dieu, ça m'a tellement brisé le cœur, je voulais pas qu'ils me voient comme ça en fait. Mais bon, après je comprends qu'ils aient eu besoin de venir. Je regarde si mes poignets, ça me marque, je vais essayer de vous mettre des screens. Je suis bleue, noire, plein de piqûres, j'ai un cathéter dans ce poignet là, ici en fait, à droite. Mais je sens pas trop le reste, je vois juste que j'ai une jambe, la jambe de droite sur un truc, comme sur un coussin. Et c'est compliqué pour moi de vous en dire plus en fait. Donc Garance me fait des soins, elle répond beaucoup à mes questions. C'est vrai que je suis quelqu'un de très angoissé, les pauvres, je les ai beaucoup saoulés. On va petit à petit me sevrer de l'oxygène, enfin m'enlever ça, le tuyau. Et qu'il faudra que je porte de l'oxygène en alternance avec un gros masque qui vous prend tout le visage et un masque uniquement dans le nez. Donc le 31, on m'enlève l'intubation. Ça fait pas mal, c'est juste il faut se concentrer, il faut prendre la respiration je crois. Et franchement quand on m'a enlevé ça, mais ça libère tellement. Parce que franchement en fait la conscience du truc dans la bouche, en fait ça m'a paru mais une éternité. Alors que non en fait 48 heures. Mais ça m'a paru mais tellement une éternité. Puis c'est pas confortable, enfin tu le sens quoi. Ça fait pas mal. Mais putain, dès que tu bouges, tu sens que t'as un truc dans la gorge. Et puis, chose que j'avais pas remarqué, j'avais aussi en plus une sonde nasogastrique pour me nourrir, forcément. T'es branché de partout, mais j'avais pas encore conscience de tout ce que j'avais en fait. J'avais pas conscience que là, on doit voir que j'avais un cathéter dans le cou. Enfin bref. Donc, il m'enlève ce truc. On alterne, donc on est le 31, entre un gros masque qui prend tout le visage, qui en fait m'aide à respirer, parce que quand on vous enlève comme ça l'assistance respiratoire, vous ne savez pas respirer comme ça tout seul sans aide, c'est pas possible. En fait c'est tout un protocole progressif de sevrage d'oxygène. Et en fait c'est un gros masque au début qui t'aide, alors tu respires un peu dedans mais il t'aide en poussant un petit peu de l'oxygène. Et après le masque pendant 4 heures, après on mettait un autre truc qui se mettait des lunettes comme ça, mais c'est un gros, je vais vous montrer en photo. Et on alterne en baissant l'oxygène au fur et à mesure. On arrive vers 31 1er février, le moment du lever avec une kiné. Là je me suis rendu compte que ça allait être long et compliqué. Je ne sais plus me bouger, lever un pied, je ne sais plus. Alors déjà quand on te lève, t'as la tête qui tourne, etc. Mais je ne sais plus lever les pieds. Je ne sais, parce qu'il fallait me peser, je ne sais pas lever le pied, il faut me tenir. Et je me dis mais j'ai tout perdu. Donc on voit que j'ai perdu 8 kilos, mais c'est du muscle, mais 8 kilos de muscle c'est énorme. Et en fait, ah oui j'ai oublié de vous dire avant de ça, je demande mon téléphone, je finis par me dire ah oui j'ai un téléphone au fait. Donc je demande mon téléphone, les gars comme ça je peux pas le tenir, j'arrive pas à écrire. Je n'arrive pas à écrire. Et je me rappelle plus du code, c'est tout con, mais mettez ça quelque part dans votre portefeuille ou je ne sais pas, si ça vous arrive, tu te rappelles plus de rien, tu te rappelles plus de tous tes codes et puis pour faire le face machin là, ben quand t'as un masque, eh ben il te reconnaît pas, donc c'est des trucs, c'est des détails, mais je me souvenais plus du tout de comment l'ouvrir. Enfin j'ai une petite infirmière, Soumeya, j'arrive jamais à bien dire son nom, de nuit qui m'a aidée, qui s'est connectée sur truc, enfin elle a été géniale, elle m'a renoté au dos, mais
mes mots de passe, mes machins, elle a été incroyable, elle m'a aidée parce que je n'arrivais plus à me servir de mon téléphone et ça m'angoissait en plus parce que je me doutais que j'avais plein de messages de mes proches. Bien sûr il avait plus de batterie, j'attends qu'il charge, je l'allume et là je vois pléthore de messages d'amour, ça me fait beaucoup de bien et là je me dis ok meuf là il va falloir y aller, il va falloir te battre, il va falloir y aller quoi. Je fais 2-3 pas avec la kiné, elle me met un petit peu au siège, c'est tout progressif, hein, j'ai encore les masques et tout ça, ah oui j'ai une sonde urinaire aussi. Et tous les matins, j'ai prise de sang, gaz du sang, etc. D'ailleurs, coucou les filles du laboratoire. Et quand je m'assieds au siège, je me mets à tousser. Et j'ai une douleur qui me prend sur le côté droit. J'en parle rapidement à Adrien, qui est en fait l'infirmier qui s'est le plus occupé de moi quand j'étais conscient. Coucou. Au top. Toute l'équipe au top. Et une douleur, j'en parle, il me dit oh bah en fait que quand... on sort du coma, ben, on n'a plus de muscles quoi, que quand même 7 jours, et que, enfin 8 jours, et qu'en fait bah, j'ai dû me froisser un muscle, enfin bon bref c'est tout, mais ça me fait vraiment mal quoi. Donc le 2 février, on me dit que grosso modo comme on m'a enlevé machin, qu'on m'a sevré de l'oxygène, que je vais certainement pouvoir sortir de l'AREA pour aller en médecine. Ah oui tu sors pas de l'AREA en mode c'est bon c'est fini, tu peux rentrer chez toi, il faut déjà repasser en service de médecine. Et donc on me fait manger, je fais des fausses routes mais parce que je me rendais pas compte que j'avais encore une sonde nasogastrique, mais bon c'est dur, genre tu sais plus non plus avaler, tu fais des fausses routes. Et j'ai toujours cette douleur. Mais je peux commencer à manger un petit yaourt. Enfin, tout se fait de manière progressive. Alors, les journées en réa, ça passe très très vite. Étrangement. Parce que tu as toujours quelqu'un avec toi. Et les gens viennent sans arrêt te voir. Le matin, déjà, tu es réveillé vers 6h30 parce que bah, tu as les gaz du sang. Enfin, tu as les filles du laboratoire qui viennent te piquer, soit gaz du sang, soit prise de sang, etc. Alors, au début, j'avais ce cathéter là à droite qui me permettait qui était directement dans l'artère. J'ai encore des cicatrices. Ça évitait de me repiquer à chaque fois dans l'artère pour faire les gaz du sang. Donc on ouvrait le petit robinet et on allait chercher le sang de l'artère. Sauf qu'ils me l'ont retiré au bout d'un moment, sauf que bah, j'ai eu des soucis, il a fallu me repiquer dans... Bref. Ensuite on vous fait la toilette. Pendant qu'on vous fait la toilette, on change les draps. On vous lave, oui, sur le lit. Vous ne pouvez pas prendre de douche. En tout cas dans le service de réa où j'étais, il n'y avait pas de douche. Donc on vous lavait... aux gants de toilette, voilà. Alors si tu es un minimum, comment dire, si t'as peur qu'on te voit ou machin, bah laisse tomber. Là déjà tu peux pas faire pipi aux toilettes, t'as une sonde. Tu peux pas faire tes selles aux toilettes, faut que tu fasses dans un bassin. En termes d'humiliation, c'est très compliqué au début. En termes, si t'es comme moi, que t'as beaucoup de pudeur, bah, tu la mets de côté. Hein, clairement, on voit toujours tes fesses. Hein. Il faut faire confiance et se laisser aller parce que sinon tu te fatigues l'esprit encore plus avec cette notion de... Mais j'ai trouvé que dans ces équipes-là, tout était simplifié en fait. Quand par exemple tu faisais des selles, surtout que je vous laisse imaginer que j'étais sous amoxicilline à haute dose, donc j'avais forcément des selles liquides. Donc c'est pas très pratique, mais les soignants te nettoient, te torchent. c'est très humiliant, mais en fait tu passes outre parce que vraiment... Alors c'est très bizarre parce qu'en même temps j'étais très rassurée par ce côté où il y avait là le rituel. On te fait tes piqûres machin, tes prises de sang, ensuite on te lave, on change les draps etc. Tu peux déjeuner, t'es un petit peu au siège, vers 11h30 tu manges, en début d'après-midi généralement je faisais la sieste, l'après-midi bah, tu peux... Alors les visites nous c'était H24, 24h/24 donc tu peux avoir tes visites ou pas, 18h on te refait manger. Le soir, on vient, alors moi on me réveillait vers minuit, ensuite 3h, ensuite 6h parce qu'il faut savoir que j'avais des aérosols à faire tout le temps et j'avais des cachets, des comprimés à prendre donc forcément ça n'arrêtait jamais et c'est pas là où je me suis reposée quoi clairement et en même temps la réa c'est pas du tout un endroit où tu peux te reposer sachant que tout est ouvert et il n'y a pas d'intimité, voilà, il n'y a pas de mur, il y a des vitres, on te voit, enfin il n'y a pas d'intimité, t'es scopé de partout, mais en même temps t'es dans une sécurité déconcertante. Donc on est le 2 février, dans la nuit du 2 au 3, je fais une nuit quasi blanche. Alors là j'ai été d'une pénibilité pour le personnel soignant, je souffrais de ce truc où j'ai toussé là et où ça m'a fait mal sur le flanc droit et j'ai souffert toute la nuit, je savais pas comment me mettre, j'arrêtais pas de sonner, je leur demandais de me changer de position parce que je pouvais pas le faire toute seule tellement ça me faisait mal, puis t'es branché de partout donc dès que tu dois bouger, faut qu'on t'aide en fait, sinon bah t'as un truc qui s'arrache quelque part.
Donc je peux pas me laver seule, je peux pas me lever seule, etc. Bon bref. On arrive à ce fameux 2 février au 3 février, j'ai hyper mal. Et non, on est toujours le 2 février, donc je passe des moments pas très cool, j'ai vraiment mal. Par contre, le matin, on me dit, bah, si tu veux, si tu te sens ok, tu peux te laver toute seule au fauteuil. Alors j'étais trop contente, en mode motivée, et on me dit que je vais remonter en médecine. Je suis trop contente, je me lave, et là je me sens pas bien. Je me sens genre pas bien, je suis merde, je vais remonter en médecine et je me sens pas bien, c'est quoi ce délire? J'en parle justement à ceux qui me suivent, qui me disent que c'est peut-être une hypo, machin, bon c'est tout. Arrivé à 13 h, alors là c'est bon, un peu l'anecdote, je demande en gros la chaise percée, parce que là je pouvais un petit peu plus me lever et tout ça, je suis désolée, c'est fouillis, mais je fais vraiment ce que je peux. On me met sur la chaise percée et je tape un blanc, en fait je fais un gros malaise. Donc quand je reviens à moi, je suis allongée à nouveau sur le lit, on est en train de me nettoyer les fesses, comme à mon avis je me suis vidée. Il y a 6 personnes autour de moi parce que je suis pas un petit poids, donc faut me lever hein, et tout le monde dit que ça va. Je reviens, je dis je crois que j'ai tapé un blanc. Il y a une petite aide-soignante qui me dit oui un peu oui. Et ils préviennent le médecin de ces malaises, c'était le 2e je crois que je faisais. Le médecin arrive, il me fait une écho, voir si c'est pas le cœur et il me dit vous buvez pas beaucoup. Je dis non, j'ai du mal à manger, faut savoir qu'en plus j'ai un bypass mais là j'ai beaucoup de mal à boire et tout. Donc il me dit vous êtes déshydraté, je vais vous passer une poche d'eau etc. Je refais un autre malaise et en fait je le sens arriver ce malaise, ça fait comme... je commence à perler, mais quand je vous dis perler, je sue des gouttes énormes et je suis comme ça et j'ai l'impression que je vais crever en fait. Ça me fait des gros malaises, je suis pas bien, suée, vertige, ça goutte dans le cou au niveau du dos, enfin horrible. Par rapport à ça, la journée en plus est très douloureuse et en plus j'ai des coliques et des diarrhées à cause de l'amoxicilline, enfin des antibiotiques, donc je suis tout le temps en train de demander le pot. En plus c'était une journée comme par hasard où les soignants étaient dans un rush parce qu'ils avaient des entrées, c'était... bon bref. Donc là on est toujours le 2. Au soir, JC vient me voir, c'est un vendredi je crois, il vient me voir et là je craque. Je lui dis, je pète un plomb, je lui dis ça va pas, j'ai mal, je tape des malaises et là je fais un malaise devant lui. Donc lui il va voir les médecins, il dit écoutez il y a un souci, et ils disent oui, elle fait des malaises, mais on pensait que c'était la déshydratation. Il revoit avec le médecin réanimateur en chef arrive et il commence à dire je suspecte un truc, amenez-la en urgence au scanner. On me prépare, caca. Pendant ce temps-là, il faut savoir que quand je vous dis que je suis douloureuse, je crois que je n'ai jamais senti cette douleur. Une douleur plus forte que ce que je sentais à ce moment-là. Je ne pouvais plus bouger quasi la jambe. Dès que je faisais un mouvement, ça me tapait et dans le dos et je savais plus où j'avais mal. C'est le fameux truc de quand j'ai toussé en m'asseyant après avoir marché un petit peu avec la kiné. On m'envoie au scanner en urgence. Alors là, je vous dis pas la douleur pour vous mettre sur la planche de scanner tout droit, sachant que j'avais mal sur le côté droit. J'avais les pieds qui faisaient comme ça. Enfin, ça dure pas longtemps, mais quand t'es douloureux, je t'assure que c'est long. Et là, en fait, il s'avère que la douleur que je me suis faite, c'est un hématome du psoas. Un hématome du psoas, autrement dit, j'ai fait une espèce d'hémorragie interne, là, à l'intérieur, sur le côté droit. Mon hémoglobine, suite à cette perte de sang, est descendue à 6. C'est pour cette raison que je faisais des malaises. Et que je faisais tous ces malaises et c'est pour ça que cette douleur était très douloureuse parce qu'effectivement le radiologue disait ah oui si c'est bien un hématome du psoas ça fait très mal. Oui ça fait mal, je veux. Quand on sait que c'est ça je suis quand même rassurée, on me fait remonter, on demande des poches de sang parce que j'ai perdu tout le sang dans l'hématome et le médecin essaie de mettre en place un protocole antidouleur donc il me donne de la morphine. Je passe une nuit, mais de merde. Quand je vous dis de merde, déjà on me transfuse du sang, mais je passe une nuit catastrophique. Pas à cause du sang, mais parce que j'ai trop mal et je supporte pas la morphine. Me voilà que j'ai envie de vomir, je ne supporte pas. On arrive au 4. Le médecin justement dans la nuit voyait que la morphine ça n'allait pas. Il commence à mettre en
place un protocole différent avec il alterne en fait des médicaments antidouleurs. Donc je ne vais pas donner les noms, mais en gros il alterne et ça commence à fonctionner. La nuit du 4, enfin je dors, le traitement commence à fonctionner et on m'explique ce qui s'est passé. En fait, un hématome du psoas, le psoas c'est un muscle au niveau de la droite, là, presque au niveau du pubis, en gros au-dessus. C'est quand tu es hospitalisé, on te fait des piqûres anti-phlébite, du Lovenox, et donc j'en avais tous les jours. Et en fait, c'est une réaction qui arrive très peu, souvent. Et évidemment, il a fallu que ça m'arrive, que en gros, à cause de ça, ton sang est trop fluide et il se passe ce qui se passe, un putain d'hématome. Une espèce de... Tu considères c'est comme une hémorragie, voilà. Donc évidemment, moi j'ai la guine, donc ça m'est arrivé. Hématome de 17 putains de centimètres. Voilà. Donc mon idée, comme quoi je devais retourner en médecine, sortir de réa et peut-être sortir, tiens, tac, tu peux aller te faire foutre. Donc je reste encore en réanimation parce que mon hémoglobine, malgré... Alors on me donne 7 poches de sang. Malgré ça, le lendemain, mon hémoglobine qui était passé de 6 à 9, mon hémoglobine le lendemain matin redescend à 7. Donc le médecin s'alerte en disant c'est quand même bizarre que vous fassiez encore, que votre hémoglobine elle descende encore. Alors je vous dis pas dans l'état où je suis. Il commence à me dire je pense qu'il va falloir peut-être cautériser, aller en salle de chirurgie, cautériser par l'artère. Ce qui s'étonnait encore de cette perte d'hémoglobine et le fait que je me sente pas bien, quoi. On retourne au scanner en urgence parce que il se dit c'est pas normal que ton hémoglobine elle redescende encore alors que tu viens d'être transfusé de sang. Et on s'aperçoit avec chance que l'hématome n'a pas d'épanchement, qu'il n'a pas changé de forme, qu'il ne saigne pas. Donc il dit c'est tout, on va retransfuser. C'est reparti pour les poches de sang. On arrive au 5 février, mon hémoglobine est toujours basse, j'ai noté elle est 7,3, on attend, on observe et wait and see. Je soulève que j'ai quand même un bypass gastrique, que je suis née anémiée, que je suis quelqu'un qui fait de l'anémie, donc ils sont un petit peu moins inquiets on va dire. 6 février, je suis toujours en réanimation et là en fait de ce que je vois dans mes échanges c'est qu'en fait là j'en ai marre. J'en ai marre, c'est toujours un truc de plus, machin, je suis fatiguée. Puis je dors pas, enfin je veux dire c'est pas des nuits hyper reconstructrices parce que comme je vous l'ai dit on vous réveille souvent et puis toujours ces gaz du sang et ces piqûres et ces frises de sang et ces machins, mes veines on n'arrive plus à me piquer, elles pètent, elles veulent plus être piquées, enfin bref c'est compliqué quoi. Et puis le médecin donc se dit que je vais peut-être pouvoir retourner donc en médecine enfin. Mais il se pose la question, est-ce que je la fais remonter en médecine avec un anticoagulant ou pas? Parce que si on met un anticoagulant, il y a un risque que l'hématome grandisse et que ça saigne. Et si on ne met pas d'anticoagulant, comme je suis principalement alitée, il y a un risque de thrombose. Et donc il va voir dans mes antécédents, il voit qu'en juin 2023, j'ai fait une double embolie pulmonaire. Donc il demande à l'établissement médical, l'hôpital en l'occurrence où j'ai été traitée pour cette embolie pulmonaire, qu'on lui envoie les imageries de l'époque, sauf que cet hôpital de merde ne peut pas l'envoyer par voie électronique, donc l'envoie par la poste. Donc on attend qu'on nous envoie un CD par la poste. Non mais merci, le truc archaïque, j'en pouvais plus. Et quand il reçoit les imageries, il s'aperçoit que finalement, a priori, au mois de juin, je n'ai pas fait d'embolie pulmonaire. Alors moi, je ne comprends plus rien. La seule chose, c'est quelque part, c'est bien, parce qu'on s'aperçoit en même temps que mon hémoglobine se stabilise. Et donc, moi, j'ai plus le moral. Hein, je vous le dis, là, à ce moment-là, j'ai plus le moral. Mais il décide, en fait, de ne pas me remettre d'anticoagulant. En fait, ils se disent ça se stabilise, il y a plus de risque à lui remettre un anticoagulant alors qu'elle a un hématome qu'autre chose. Alors moi là vraiment dans les échanges, dans ce que je vois et de ce que je lis, j'ai juste pas du tout de morale, j'en ai marre. Et puis arrive un petit peu de lumière dans tout ça. On est le 7 février, on m'enlève la sonde urinaire, on me fait un Doppler. J'ai craché des veines pour voir au cas où si j'ai pas une trace de thrombose. On me fait perf de fer et mon hémoglobine est entre 7 et 8. C'est pas ouf, mais on va dire que c'est stabilisé.
Je suis en attente de chambre en médecine. On m'amène enfin en médecine en fin de journée. J'avais demandé une chambre simple, j'ai une chambre double. Et je tombe avec une nana, une petite dame, enfin pas une nana parce que je dois quand même le respect, une petite dame qui était aussi en réa avec moi. Et en fait moi qui suis sauvage, j'étais dégoûtée d'être dans une chambre double parce qu'après tout ça je voulais juste respirer et être toute seule, en fait me retrouver. Et ben en fait avec cette dame on a vachement échangé, je me suis trop bien entendue avec elle, on a beaucoup rigolé, beaucoup parlé et on a échangé parce qu'on a eu des cursus similaires. J'ai pas parlé de ses problèmes de santé mais grosso modo c'était la même chose. Et là on te laisse en fait en médecine et c'est pas du tout la même chose. Moi je me suis sentie complètement abandonnée parce que en réa t'as tout le monde autour de toi, dès que tu sonnes quelqu'un arrive dans la seconde, on vient te voir souvent, t'es hyper accompagnée, tu te sens en sécurité etc. D'un seul coup t'arrives en médecine, quand tu sonnes les gens ils viennent au bout de 20-25 minutes. Et moi on me place en médecine, bien sûr on m'a enlevé toutes les perfs, tous les machins sauf celle du cou je crois, ouais. Et là on va attendre que le pneumologue passe. Mais en fait moi je pouvais très peu marcher, j'avais des douleurs à l'hématome, mais en fait je me disais j'en avais envie parce que je voulais sortir, mais en même temps je me suis sentie, j'ai eu peur en fait, ouais j'ai eu peur. Et donc on dit que par contre là, alléluia, quand même depuis le 21 janvier, on est le 7 février, je peux prendre ma première douche. Alors j'étais propre, on me nettoyait, mais c'est pas pareil que quand tu prends une douche, que quand tu te laves au lavabo, entre guillemets quoi, c'est pas la même toilette. Je peux prendre ma première douche, aïe 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 aïe, quand je dois prendre ma douche, je la prends assise. Je ne peux pas la prendre debout, je suis dans une faiblesse quand je m'assieds aux toilettes. Déjà, je suis obligée de m'asseoir parce que je peux pas tenir sur voilà. Et rien que pour me relever, j'ai tellement mal sur le flanc droit et je suis tellement faible. Ah là là, je fais 2 pas, je suis essoufflée, je me dis mais mon Dieu ça va prendre un temps fou pour que je remonte. Je me sens, ouais ça me fait comme un choc quand j'arrive en médecine, je me sens seule. Donc quelque part c'est bien que je sois en chambre double parce que finalement ça me sécurise un petit peu. Je vois effectivement le pneumologue, il me dit que je vais pouvoir sortir le 10 février, je suis super contente, on m'enlève la perf, enfin plus on t'enlève des trucs et mieux c'est on m'enlève ce fameux cathéter. Alors là ça m'a un petit peu chatouillé quand même. Hein. Et le 10, un autre médecin vient me voir en me disant qu'ils ont un doute sur la dernière prise de sang, qu'ils voient qu'il y a une inflammation, que j'ai fait un petit peu de fièvre dans la nuit parce que bien sûr on prend tes constantes. Et je lui dis mais depuis le début à l'hôpital j'ai comme des montées de fièvre mais c'est pas des grosses fièvres, vous savez c'est genre un 38,2 et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle me dit oui mais je voudrais vérifier si c'est pas une inflammation machin. J'ai dit putain je vais pas sortir, ça ne s'arrête jamais. Je vous rappelle quand même depuis le 21 janvier quoi, on est le 10 février et j'ai plus la même voisine de chambre, c'est une jeune fille qui vient cette fois-ci qui a une pneumonie s'il te plaît. Et moi là je suis dans tous mes états, j'y attends. On me met en chambre double avec une nana qui a une pneumonie alors que je viens de sortir de la réa, ça me fait un peu peur quoi. Alors du coup, on continue les aérosols et tout ça pendant ce temps-là, on vérifie avec une autre prise de sang, une énième prise de sang, j'en pouvais plus. En fait non, j'ai pas d'inflammation, voilà, j'ai jamais eu trop le fin mot de l'histoire, la seule chose c'est que j'ai l'autorisation quand même de sortir, là on est le 10 à 7h ou 8h du matin. Et puis je rentre à la maison en prenant un VSL, je leur fais la surprise, je n'avais pas prévenu que je viendrais, mes enfants ont hurlé de joie, JC était trop ému, trop content, enfin tout le monde était content. Et puis voilà, aujourd'hui j'en garde quand même des séquelles, hein. J'ai un souci de cheveux, de perte de cheveux assez important et à cause de l'hémoglobine et surtout en fait quand je suis revenue à la maison peu de temps après j'ai commencé à avoir des douleurs à l'épaule que je n'avais pas en réa ni en médecine. Et il s'avère que je me suis tapé une tendinite s'il te plaît, parce qu'en fait quand tu sors de ces contextes là de coma, ton corps est tellement fragile et fragilisé que tu te fais des genres de douleurs comme ça en fait. Il faut savoir que, alors quand même j'ai pas parlé vraiment du diag, en fait j'ai fait une grippe surinfectée et de ce que j'ai vu dans les comptes rendus, il y avait une infection avec le staphylocoque et puis un autre virus en fait, j'avais 2 virus dessus sur la grippe et
et puis sur un terrain asthmatique, voilà, hein, faut pas se leurrer. Alors là il y a tout ça, je vous l'ai raconté assez rapidement. Je pourrais expliquer en réa comment ça se passe, je pourrais dire combien l'équipe a été présente, l'équipe de réanimation, mais mon Dieu, si vous passez par là, putain, mais merci, vous m'avez sauvé, vous m'avez juste sauvé. Je peux parler aussi du monsieur Lafont, du chef de la réa, qui est juste trop drôle, qui donnait le sourire, de la kiné qui était top. J'ai plein d'anecdotes avec les soignants. Il y en a, quand justement c'était la finale de la Star Academy, je pense à une soirée où on discutait avec les aides-soignantes et les infirmières parce qu'on voulait que Pierre gagne. Et voilà, en fait, je me suis sentie bien en réa malgré tout le côté médical. Je me suis sentie très bien prise en charge. Et limite, j'avais peur d'en sortir parce que c'était devenu routinier. Alors bien sûr dans tout ça, mes proches ont assuré, il y a eu un espèce d'élan de solidarité même au sein de mon village, des gens et des gens charmes pour tout ce qui était organisation avec les petits. Elliot était pris en charge le matin par une voisine pour l'amener au bus. Ma mère récupérée, enfin ils se sont tous organisés, ma mère a été incroyable aussi, elle était là tous les jours, elle s'occupait des enfants, tous les jours elle faisait à manger, tous les jours, et ça s'est arrêté il y a peut-être un mois en fait. Parce que en fait il y a l'après qui est quand même lourd. La fatigue, des choses qu'on ne peut pas faire, les douleurs. Aujourd'hui l'hématome ne me fait plus mal. Et encore, il y a des fois où j'ai encore mal, mais la fatigabilité est quand même présente. Et waouh, c'était quand même waouh. Et mes proches, je pense notamment Antoine, mon meilleur ami, il a été hyper présent. J'ai changé tous les jours, tout le temps par SMS avec lui. Il dit qu'il s'est senti complètement... Parce que ça a été un traumatisme pour eux aussi, hein, faut pas rêver. Hein. On te dit que ton ami est dans le coma, puis il y en a qui l'ont appris d'une façon. Antoine, il l'a su parce qu'il s'inquiétait, qu'il a demandé à ma mère, qu'il a dû retrouver le numéro de ma mère. Il y en a qui m'écrivaient sur WhatsApp et d'un seul coup, ils voyaient que les messages n'étaient plus distribués, donc ils se contactaient entre eux. Voilà, il y a eu tous mes proches. Jean-Charles qui a été un père incroyable, qui a assuré, il prenait un nouveau boulot, il était en période d'essai, le gars, voilà, c'est des périodes de stress, il a assuré avec ses enfants, il était présent pour moi. Le mec, il devait passer des nuits catastrophiques, il leur faisait des petits plats, c'est pas son truc la cuisine, il faisait des petits plats gamins, il leur faisait du petit jus d'orange, il s'occupait de ses enfants, mais c'est là que tu sais que tu as choisi le bon papa pour tes enfants, tu vois, et le bon conjoint pour toi-même, parce qu'en même temps il a été d'un soutien pour moi sans faille. Il était au plus qu'il pouvait, il quittait le boulot, il venait me voir, paf, il rentrait, il s'occupait des gamins, il est couché, ma mère, incroyable, là de A à Z, et avec moi, et avec les enfants, et avec Jean-Charles, d'un soutien incroyable. Ilham pareil, en fait tout le monde, clairement, quand je vois, ils sont venus me voir, tu vois, alors que c'est pas facile de voir un proche en réa. Mes amis sont venus me voir, mes proches sont venus me voir. Après j'ai quand même limité le fait qu'on vienne me voir parce que j'étais très fatiguée. Mais je pense à Antoine qui à un moment donné j'en avais marre de manger telle et telle chose. Il a été récupéré pour moi une commande sur le parking pour me l'amener pour que je puisse manger autre chose. Je pense à tous les échanges que j'ai eu avec mon meilleur ami, avec ma meilleure amie, avec tous mes amis, avec mes proches. Ils ont été un soutien incroyable. Et vraiment, je suis bénie d'avoir des gens autour de moi qui soient aussi incroyables et qui m'aiment autant et que j'aime autant. Cet épisode en fait a été traumatisant pour moi, mais l'a été je pense d'autant plus pour eux, parce que en fait on te dit que la personne que t'aimes elle est dans le coma et on te dit qu'elle va peut-être mourir en fait. Donc c'est hyper dur et en même temps c'est fou comme je pense à Marjorie, enfin je pense à plusieurs de mes voisines qui m'envoyaient des messages, qui prenaient des nouvelles, elles ont créé un groupe entre guillemets, enfin une conversation, elles donnaient des nouvelles, elles essayaient d'aider aussi Jean-Charles, tiens si Jean-Charles il a besoin, je peux faire ça, je peux faire ci, on a pris Elliot, il y en a une qui a pris Elliot un week-end aussi pour nous soulager quand je suis revenue. Ma voisine d'en face aussi qui s'est occupée de Elliot, de Sarah, parce qu'il faut savoir que quand on a la poisse chez nous, et pendant mon séjour et pendant que j'étais dans le coma, Sarah a fait une double otite et Elliot a fait la grippe aussi, grippe que ma mère a chopé aussi du coup parce qu'elle s'occupait des enfants, enfin ça a été tout un truc. Quand ma mère pouvait pas s'occuper des enfants, du coup c'est d'autres proches qui s'en sont occupés. Ça a été très compliqué pour Jean-Charles à gérer et à manœuvrer et à tiens tu t'occupes de ça, mais il a réussi et incroyable et comment dire,
Et mes proches qui venaient s'occuper de mes enfants ou qui soulageaient Jean-Charles, qui prenait ma tante aussi qui est venue, une amie de ma mère, enfin vraiment un élan de solidarité autour de moi incroyable. C'est fou comme ce genre de situation, tu peux t'apercevoir que les chaînes solidaires entre individus, ça peut être incroyable, on est capable de belles choses et surtout c'est là je me rends compte que je suis bénie d'avoir un entourage aussi incroyable et voilà, et même au sein des soignants, je vous dis, j'ai absolument rien à dire. Ils t'apportent le sourire, ils te bougent un peu, ils te poussent aux fesses aussi pour que tu essaies de reprendre du poil de la bête. Que ce soit les médecins, on t'explique les choses. J'ai été prise en charge, mais vraiment incroyablement bien. Je n'ai rien à dire sur l'équipe de Réa de Besançon, en tout cas sur cette expérience, et je les en remercie autant sur le point de vue psychologique parce qu'ils passaient aussi du temps avec moi pour me parler, pour parler d'autres choses, pour discuter, pour machin. Et puis t'en as qui m'ont vu avant dans l'état où j'étais agressive, t'en as qui m'ont vu pendant le coma, qui se sont occupés de moi pendant le coma. Bah oui, parce qu'il faut bouger la personne de place, parce qu'il faut la nettoyer, parce qu'il faut lui faire la toilette, etc. Il y en a qui m'ont revu après, éveillée, etc. et qui m'avaient vu tout au début ou dans le coma, qui étaient choqués en mode « Ah, ça fait plaisir de vous voir !» C'est incroyable, même des gens en dessous, parce qu'en fait, une fille qui a 37 ans en réanimation, généralement, t'en parle, tu vois, surtout pour un truc, entre guillemets, aussi banal qu'une grippe surinfectée. Enfin, non, parce qu'en fait, pour tout vous dire, en réa, il y avait plein de gens qui avaient la grippe. Et au début, on est en quarantaine. Bon, après, quand on n'a plus la grippe, ils enlèvent les masques, etc. Et que ça fait plaisir de voir des visages. Mais en fait, il y avait plein de gens qui étaient en réanimation à cause de ces véroles-là, en fait. Et puis en réanimation, attention, hein, on voit pas des trucs super sympas. Hein, on entend les scopes, on entend quand les gens vont pas bien, on entend des crachats, on entend des trucs, on entend des gens, malheureusement, où on est confronté à la mort aussi. Hein. Je pense à une petite dame qui a perdu son mari. Enfin, ouais, non, c'est pas très facile. C'est traumatisant. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à vous en parler. Mais en même temps, les gars, qu'est-ce qu'on a de la chance de pouvoir avoir ça, en fait, des médecins qualifiés et il faut le dire, je pense à des trucs tout bêtes, tu vois, par exemple quand tu es en réanimation, que tu peux pas te lever, etc. La radio, c'est la radio qui se déplace à toi. Enfin, bref. Par exemple, quand on te fait les gaz du sang ou les prises de sang, ils ont une machine où ils passent le tube, je crois, et ça dit tout de suite les résultats. Et du coup, s'il y a un problème, ils réagissent tout de suite. Enfin, l'avancée technologique et l'équipe soignante, mais même les personnes qui nettoyaient ma chambre ont discuté en fait. Et je suis restée tellement longtemps en même temps que, en fait, on avait tissé on avait sympathisé avec certains d'entre eux et tout ça. Enfin, franchement. Je vais oublier des prénoms, je pense à Adrien, je pense à Alexandre, je pense à Steph, je pense à Julie, je pense à Garance, je pense à Soméga. Un gros coup de cœur pour cette femme. Je pense à celles qui m'ont piqué aussi, qui avaient à chaque fois un petit mot gentil et qui m'ont pas fait mal, enfin le moins possible parce qu'après elles étaient obligées de piquer dans les hématomes mais qui ont été extrêmement douces. Ouais. Et en fin de compte, ce qui est fou, c'est que quand je me suis rendu compte que ceux qui allaient me soigner le plus, s'occuper le plus de moi en jour, c'était 2 garçons, j'étais là, ah. Puis en fait, franchement, bref. Voilà, c'était long, je suis désolée, mais je pouvais pas faire plus court. J'aurais pu donner plus de détails, mais je pouvais pas faire plus court. Voilà pour mon expérience dans le coma. J'ai un traumatisme, je le sais, ça m'a beaucoup touchée cet épisode. Et puis j'avais peur de perdre la vie et j'avais peur pour mes enfants en fait, je pensais toujours à mes enfants, mais je sais que je me trouve assez forte parce que pendant tout cet épisode j'ai perdu vraiment le moral qui est à la fin et dans les échanges que j'avais avec mes proches ils me disaient tout le temps waouh, tu tapes dans la butte quoi, tu lâches pas, et je souriais quand même et j'étais quand même en fait je me suis pas du tout habituée sur mon sort, je me suis dit je vais m'en sortir et voilà en tout cas pour l'histoire. Je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.